Bonjour à tous, bienvenue sur le Champions Talk. Donc, dans ce podcast, on va parler de l'actualité du football. On va se focaliser surtout sur les clubs français, sur leurs performances, en particulier sur la scène européenne. On va aussi parler des Bleus. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Axel, qui est rédacteur web du site lestransfers.com. Bonjour à tous. Petit fun fact sur lui, voilà, il pense que Jérémy Ménez est bien meilleur que Lionel Messi. Après, je n'ai jamais vu les deux sur le même terrain, mais je pense vraiment que la balle pencherait en faveur de Jérémy. Sûrement. Moi-même, donc, qui suis aussi rédacteur web chez Les Transferts, qui vais présenter ce podcast. De mon côté, je pense que dans ces grandes heures, ce bon vieux Jérémy Janot avait la main plus ferme qu'Iker Casillas. Ouais, c'est vrai que quand c'est pour se tenir l'entrejambe et puis c'est sur le terrain, il y a du monde. Après, Saniker, on t'oublie pas non plus. Donc voilà, aujourd'hui, on va se plonger, donc, vous l'avez compris, sur la liste de Didier Deschamps qui a été annoncée récemment. Et pour évidemment les deux matchs qu'il y a en novembre. Donc, le premier contre Gibraltar, le 18, et le deuxième contre la Grèce, le 21 novembre. Euh, Donc, je te propose, Axel, qu'on se penche d'abord sur le cas qui a fait le plus parler pendant la conférence de presse. C'est le cas de Warren Zaïre-Emery. Donc, comme j'imagine que tout le monde le sait, c'est le plus jeune joueur à avoir été sélectionné en équipe de France, après-guerre du moins, 17 ans et 8 mois. Donc, je te laisse te donner ton avis sur... Ah ouais, avec grand plaisir. De toute façon, en tant que Parisien, en plus, j'ai un avis à donner. Donc déjà, c'est sûr que ça fait plaisir à n'importe quel supporter parisien, je pense, de voir un Titi en équipe de France, mais encore plus Warren Zaïre-Emery, du coup, parce que ça fait quand même bien longtemps que Paris n'a pas sorti un gros joueur. Voilà, je pense peut-être depuis Rabiot, il n'y a pas eu de gros joueurs qui sont sortis. Donc il y a Kimpembe, mais qui est encore au club. Mais voilà, Warren Zaïre-Emery, 17 ans, aujourd'hui c'est la pierre angulaire, je viens de dire, tout passe par lui au Paris Saint-Germain. C'est même, il sait tout faire. Défense, il est monstrueux, il bouge n'importe quel joueur, que ce soit Luto Hernandez. Bon, match retour, on en parlera peut-être. Mais voilà, des mecs qui sont quand même bien costauds, les amis par terre. Même offensivement, c'est un des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain. Après, avec l'attaque en ce moment du Paris Saint-Germain, même Ekitike peut prétendre au titre de meilleur buteur. Donc c'est plutôt une belle nouvelle quand même pour un milieu de terrain de 17 ans. Mhm. Quand il va mal, le Paris Saint-Germain va mal. Quand il va bien, le Paris Saint-Germain domine sans sujet. Donc voilà, Warren Zaïre-Emery, très content de le voir appelé en équipe de France et voir quel rôle il va pouvoir jouer sous Didier Deschamps. Ouais, donc pour rappel, parler des stats qui sont quand même plutôt bonnes. Il a 11 matchs de Ligue 1 pour l'instant cette saison. On a quand même 2 buts, 2 passes D. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est en parlant de niveau un peu plus élevé, niveau international. Donc là, on a 4 matchs de Champions League, 3 passes D. Donc, ça commence à devenir intéressant. Il est aussi, il faut le rappeler quand même, il a été capitaine des Bleus. Donc Thierry Henry l'avait mis capitaine des Bleus Ouais, direct. directement. Donc, encensé. On a entendu aussi donc Thierry Henry être vraiment content pour lui, fier qu'il soit déjà en équipe de France, et il pense qu'il est mature pour ça et là, l'âge n'est pas vraiment un problème. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait seulement 4 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 4 matchs chez les Bleuets, les 4 étant capitaine. Donc là, je pense que c'est une première, mais même pas en France, dans le monde entier, d'avoir une marge de progression aussi intense, tout en ayant les satisfactions du coach en étant nommé capitaine de la première sélection, sachant qu'en plus il est surclassé. Je pense que nous, ce qu'on voit, on voit vraiment la surface du joueur, mais je pense que tout ce qui est staff, que ce soit Thierry Henry ou même Didier Deschamps, même Luis Enrique le voit, je pense que c'est vraiment un garçon en or, un mec qui travaille, un bosseur. J'avais vu que même son surnom au Paris Saint-Germain, c'était le robot, donc en référence sûrement à Haaland d'ailleurs, le cyborg. Ouais. Mais apparemment, c'est un modèle de travail. Il y a 17 ans, c'est quand même spécial de voir un joueur qui travaille autant et qui donne autant envie aux autres de travailler surtout. Bon, je suis d'accord. Après, il y a juste un débat qui est intéressant aussi. C'est est-ce que c'est pas trop tôt? Donc, il y a des arguments, voilà, qui sont en cette faveur-là, où il y a, par exemple, on en reparlera plus tard du cas Kamavinga, mais ça a été, il y a eu une comparaison avec Kamavinga qui avait été lancée aussi très tôt. Et suite à ça, donc il était à Rennes à cette époque-là, il avait été un petit peu en dedans
pendant au moins 6 mois. Donc voilà, c'est un petit peu le débat était autour de ça aussi. Ouais, bah, non, c'est sûr qu'il y a on peut faire un parallèle avec le cas Kamavinga, qui a fait qu'une seconde moitié de dernière saison avec le Stade Rennais, qui était un peu plus compliqué. Après, est-ce qu'il est trop jeune aussi pour être titulaire au Paris Saint-Germain et d'être peut-être le meneur d'hommes du Paris Saint-Germain, sûrement. Mais il le fait. Il le fait. Thierry lui a fait confiance dès le début en mettant capitaine. En connaissant le personnage de Thierry Henry, c'est qu'il comptait vraiment sur Zaïre Emery. Là, Enrique l'a mis directement dans le bain en le mettant titulaire dès le début. Galtier, la saison dernière, le faisait même jouer à des postes des postes qui étaient vraiment nouveaux pour lui en étant piston droit face au Bayern Munich en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Donc ça fait quand même beaucoup de signes pour qu'ils me disent qu'il est prêt. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il ne sera pas titulaire non plus dès samedi. Après, on ne sait jamais avec Warren Zaïre-Emery. Mais il ne sera pas forcément titulaire dès le début. Donc à voir. On sait que Deschamps aime bien le milieu Rabiot-Tchouaméni, qui performe d'ailleurs. Hein. On va pas se cacher. Donc ça va être dur d'aller chercher une place de titulaire. Mais après, encore une fois, tout est possible avec Zaïre Emery. Ouais. Surtout avec ces deux équipes-là, honnêtement, enfin Gibraltar et la Grèce, c'est pas non plus très dangereux. C'est peut-être aussi le bon moment de le tester sur des matchs comme ça, plutôt que de le lancer un peu trop proche de l'Euro, sur des matchs un petit peu plus compliqués. Là, on a le temps quand même de voir un petit peu ça, une marge de progression, quoi. Du moins avec voir un petit peu comment il peut faire avec les Bleus et puis avec les Bleus, pardon, et puis sur le reste de la saison avec le PSG. Bah, ça va arriver petit à petit, je pense, mais si jamais il confirme aussi bien au PSG qu'en équipe de France, il va très vite prétendre à une place de titulaire. Après, qui de Tchouaméni, Rabiot, enfin, qui sera un peu en dessous de Zaïre Emery, ce sera un autre débat, ça. Mais si jamais il confirme aussi bien au PSG qu'avec les Bleus, normalement, il sera titulaire à l'Euro en Allemagne. Parfait. Bah, écoute, je te propose, vu qu'on parlait du PSG, de rester un petit peu sur ce sujet-là. Je sais qu'en plus, toi, tu es grand fan. Malheureusement. Malheureusement, sans doute parfait, mais voilà, donc tu es grand fan du PSG. Je te propose de parler un petit peu du trio qui peut-être sera mis en place dès ces deux premiers matchs. Le trio du PSG en attaque. On pourrait voir peut-être Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Didier Deschamps, il avait réagi sur ça. La question a été posée en conférence de presse. Il pensait, lui, que dans tous les cas, que les trois sont censés pouvoir jouer ensemble. Ils jouent ensemble dans le club. Donc, voilà. Il n'a pas répondu clairement sur s'il va le faire. Mais, voilà. C'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité. J'essaie de parler en mettant l'ego parisien de côté, en essayant de ne pas insulter un des trois joueurs devant. Mais non, en toute logique, je pense vraiment qu'ils sont faits pour jouer ensemble parce qu'on a trois joueurs typiquement faits pour de la contre-attaque. Ah, donc c'est trois flèches, deux détonateurs sur le côté, Kolo Muani qui peut partir en profondeur à n'importe quel moment. Le problème, c'est que au PSG, on ne joue pas en contre-attaque. La seule fois où ils ont joué en contre-attaque, ils ont gagné 3-0 face au Milan, le match aller. Mais en soi, dans 99% des matchs, Luis Enrique privilégiera une phase de possession plutôt qu'une phase de contre-attaque. Là où Mbappé sait tenir un ballon, Dembélé aussi le fait de mieux en mieux d'ailleurs au Paris Saint-Germain. C'est plusieurs matchs où il est de plus en plus à l'aise avec la balle et ça fait plaisir. Et le problème, c'est que Kolo Muani a du mal à faire ses appels pour décrocher, a du mal à jouer en pivot, ce qui est normal, hein, c'est pas son rôle. On va pas lui apprendre une nouvelle façon de jouer au football, il est déjà assez formé, je pense. Mais voilà, c'est le problème, c'est que c'est pas forcément le bon style de jeu. Est-ce que Mbappé a joué dans la balance pour le faire venir au dernier jour de Mercato? Je pense. Ils s'entendent bien en équipe de France, ça avait plutôt bien marché en Coupe du Monde quand Kolo Muani était rentré. 80 millions, 90 millions, c'est trop. C'est clairement trop, on a surpayé comme d'habitude, mais ça, c'est le tarif Paris Saint-Germain. Et malheureusement, ça va être compliqué. Après, Deschamps, lui, je pense qu'il privilégiera plus un joueur dans les espaces, dans la profondeur, qui bénéficiera plus à Kolo Muani qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Donc, à voir ce que Deschamps fera. Je pense vraiment que les trois peuvent jouer ensemble, mais au PSG, c'est compliqué. On rappelle, pour petit rappel, en termes de forme, on a Mbappé qui vient de claquer un triplé contre Reims. Donc, il y a 15 buts en 15 matchs quand même. Ouais, c'est pas immonde, ouais.
compétitions confondues. Donc, bon, ça reste que la Ligue 1, mais c'est quand même pas mal. Kolo Muani, 3 buts. Dembélé, bon, toujours compteur, toujours à 0, mais bon, on sait que c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Il est efficace autrement aussi, donc voilà. Autre option en attaque, qu'est-ce que tu en penses si on enlève le trio du PSG, donc on garde bien évidemment Mbappé, mais je pense qu'il pourrait être accompagné par qui? Alors, vu la forme, Griezmann déjà sera titulaire. On connaît très bien l'amour qu'il y a entre Griezmann et Deschamps. Et bah, pour Griezmann, sous le maillot des Bleus, c'est Gullit Prime Moment. Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal de s'appuyer sur un Griezmann qui en plus surperforme avec l'Atlético Madrid de Morata, avec Morata du moins. Donc, pour moi, ça sera du coup encore un 4-2-3-1 avec Griezmann en 10 et Mbappé sur le côté. Devant, ça sera soit Giroud, soit Kolo Muani. Connaissant Deschamps, je pense qu'il commencera par Giroud premier match et ensuite Kolo Muani. Et à droite, ça sera sûrement Dembélé. Donc, il y aura quand même Dembélé Mbappé. Mais je mettrai quand même devant Giroud pour l'instant parce que il correspond plus à ce rôle du coup de pivot de gang pour rappeler les bons souvenirs aux Parisiens. Et il pourra du coup plus servir Dembélé, Mbappé et être du coup ce fameux point d'appui que recherche le PSG. Et avec cette erreur de casting, on recrute un Kolo Muani. Ça marche. Bah, écoute, je te propose de descendre d'un cran. On était en attaque. Niveau de milieu du terrain, donc on a rapidement parlé tout à l'heure de Camavinga, on l'a évoqué. Quel rôle pour lui? On peut aussi évoquer Tchouaméni, hein. En sachant que Camavinga il peut jouer la même position que Tchouaméni, à savoir le registre est différent évidemment, mais on le voit plutôt souvent dans un rôle de pointe basse, dans un triangle, dans un losange, pour assurer un peu plus de garantie en défense. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce côté-là? Alors, Camavinga, le problème, c'est qu'il peut, c'est le genre de joueur qui peut un peu jouer partout. Et on a découvert que Camavinga, défenseur gauche, ça marchait plutôt pas mal. Lui, il l'a dit à plusieurs reprises que Camavinga a dit à plusieurs reprises du moins qu'il n'aimait pas jouer à ce rôle-là. Toutes les questions autour de ce sujet-là, il a la même réponse, c'est que lui préfère jouer au milieu de terrain et n'aime pas jouer défenseur à gauche. Mais le problème, c'est que il performe à gauche et soit en tant que doublure de Théo Hernandez en équipe de France, soit au Real Madrid où il a pu très souvent être titulaire devant Ferland Mendy qui est blessé 2 matchs sur 1. Donc, je le vois quand même jouer au milieu de terrain avec l'absence de Tchouaméni. Mais quand Tchouaméni est là, c'est quand même difficile de... Voilà, Tchouaméni fait des choses que Camavinga n'a pas forcément, c'est-à-dire les passes en transversale et avec les pieds ruptures. En fait, il a une lecture de jeu de Tchouaméni que n'a pas forcément Camavinga. Camavinga performe plus dans les petits espaces, là où Tchouaméni est plus une espèce de sentinelle. Ils n'ont pas le même physique en plus. Donc Tchouaméni est vraiment dans l'impact physique et pour moi encore supérieur à Camavinga. Supérieur ne veut pas dire que Camavinga est mauvais, loin de là, bien sûr. Mais je vois plutôt pour l'instant Camavinga jouer au milieu de terrain avec l'absence de Tchouaméni, sachant que devant lui, c'est soit Zaïre Emery qui jouera, soit Bouba Kamara. Mais avec tout le respect que j'ai pour Bouba Kamara, ça sera plutôt Camavinga ou Zaïre Emery. Mais quand tout le monde est là, voir Camavinga à gauche, c'est pas non plus déconnant. Ouais. À voir s'il arrive encore à mettre son ego de côté et jouer latéral gauche, sachant que Théo Hernandez n'est pas non plus immonde dans ce domaine-là. Parfait. Écoute, je te propose de parler de voir un peu plus loin en parlant de l'Euro. Est-ce que toi, tu vois, dans ce groupe, est-ce que tu penses qu'il est taillé pour l'Euro? Est-ce que tu penses que ces matchs de préparation vont être vraiment importants ou ça a l'air d'être assez quand même bon niveau? Non, pour l'Euro, je pense que déjà faudra peut-être Giroud sera peut-être pas forcément encore au top. Donc il a 37 ans, il vient encore de claquer un but face au Paris Saint-Germain et quel but d'ailleurs. J'en fais des cauchemars. Mais Giroud arrivera sur le déclin, donc je pense qu'il faudra vraiment trouver une solution viable. Kolo Muani, je ne crois pas que ce soit l'attaquant le plus viable en équipe de France, sachant que c'est vraiment un profil différent de celui de Giroud. Sachant que Deschamps aime bien jouer avec ce point d'appui. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est un profil qui c'est de plus en plus rare. Donc, pour moi, ça sera vraiment un poste à combler. Ou alors que Deschamps revoie complètement son système de jeu. Ce sera une autre solution, mais ça sera encore plus compliqué, je pense, que de trouver un point d'appui.
Mais en soi, n'importe quel poste aujourd'hui, les joueurs français sont peut-être les meilleurs au monde, que ce soit en défense centrale avec une charnière. Tu peux être du Konaté, du Upamecano, Kimpembe qui reviendra sûrement. À voir s'il sera dans l'équipe. Il y a Saliba qui est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Enfin, tu as vraiment pléthore de choix. Soit latéraux, peut-être encore une fois le côté droit qui va peiner un peu. Il faudra trouver d'ici là un remplaçant. Parce que mettre Koundé à droite ou Pavard à droite, c'est encore compliqué. Donc, il y a encore quelques zones d'ombre, mais pour moi, on a quand même un groupe qui est supérieur à la moyenne, ça c'est sûr, qui fait partie des favoris, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le favori? Il y a quand même de belles équipes. L'Espagne revient bien. L'Angleterre, c'est toujours assez compliqué quand même de jouer, même si ils gagnent pas encore de titres, mais ça, on sent vraiment que c'est de plus en plus proche. Portugal, une belle effectif. Portugal, ils ont une équipe de cyborgs dignes des meilleurs joueurs sur FUT. Quand tu vois que même Cristiano Ronaldo commence encore une fois, il est le meilleur buteur cette année-là, enfin cette année, l'année en cours là. Bon, après c'est de la Saudi League, c'est vrai que je compte des cavistes et contre des cordonniers tous les week-ends, ça doit aider. Mais ouais, non, le Portugal, c'est vrai que pour moi, c'est encore le favori, peut-être, c'est le Portugal avec l'Allemagne, parce qu'ils sont chez eux. Même si l'Allemagne, c'est pas encore la grande Mannschaft des années 2010-2014. Mais voilà, c'est chez eux, ils vont se refaire. Donc, ça va être un euro intéressant. Favori, la France, je ne pense pas, mais un des favoris, certainement. Ok. Petit rappel, du coup, on parlait des favoris et pour cette compétition, on rappelle juste parmi les 10 groupes qui sont déjà qualifiés, on a déjà l'Espagne, l'Écosse, la France évidemment, l'Angleterre, la Turquie, la Belgique, l'Autriche et le Portugal. Donc il reste quand même encore beaucoup d'équipes qui doivent se qualifier. Et pour rappel, donc voilà, la Grèce est encore en course et Gibraltar par contre qui est déjà au frais. Donc voilà, le premier match contre Gibraltar ce week-end. On va dire, ils ne vont pas forcément se battre avec tout ce qu'ils ont. Ils sont déjà hors course. Voilà. Peut-être le match contre la Grèce sera un peu plus intéressant les jours qui suivront. À voir ce que la Grèce fait ce week-end, mais c'est sûr que ça risque d'être 2 matchs un peu moins intenses que les précédents. Bon, Gibraltar, avec tout le respect, malheureusement, c'est compliqué pour eux. Quand tu es sur un rocher, c'est quand même dur de trouver des joueurs de foot. La Grèce, par contre, a quand même une bonne équipe. Donc, je pense que les Grecs se rendront pas si facilement le 20... enfin, non, c'est pas 28, mardi prochain. 21. Le 21, ouais. Mais voilà, ça sera plus intéressant contre la Grèce. Là, Gibraltar, tu les reçois en plus. Il n'y a pas l'euphorie on reçoit un gros, du coup, on va jouer à fond. Là, c'est eux qui se déplacent. Donc, ça sera peut-être l'occasion de voir Zaire Emery, du coup, avec toutes les blessures. Mais voilà, ça va être des matchs bien sympas. Ça va compter pour les stades d'Mbappé. Ils vont encore mettre triplé. Tout le monde va crier au génie. Et voilà, du grand Kylian. Kylian, parfait. Ben écoute, je te propose qu'on reste sur ça. On a vu un petit peu, tous les sujets. On n'a pas vraiment parlé des gardiens. Non, il y a Mekménian. Mekménian, un des meilleurs gardiens au monde, sera titulaire. C'est clair. Donc de ce côté-là, pas grand-chose à dire. On a revu un petit peu chaque position. Et comme on dit, voilà, c'est vraiment le cas Warren Zaïre-Emery qui a amené la plupart des questions en conférence de presse. Et je pense que ça sera un petit peu sur toutes les lèvres aussi dans les prochains jours pour savoir un petit peu voilà, s'il va débuter ou non. Et puis je te propose qu'on en reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, une fois qu'il aura ou non joué, et puis on reparlera de la performance des Bleus. Voilà. Mais avec plaisir, avec grand plaisir. Donc voilà. Et les auditeurs, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets la semaine prochaine. N'hésitez pas. Vous êtes d'accord avec moi que Menez est meilleur que Messi, n'hésitez surtout pas. De mon côté, pour Jérémy Milano, vous embêtez pas, je connais la réponse. Vous embêtez pas. Écoutez, déjà merci Axel, et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec grand plaisir, à la semaine prochaine.